et j'appelle professeur Baz pour présenter sa communication sur le syndrome de Turner, enjeux diagnostiques et thérapeutiques. À vous la parole, professeur. Bonjour à tous, heureuse de revenir dans le forum de Schleuf pour vous parler aujourd'hui du syndrome de Turner, faisant suite à ma collègue qui a bien étalé le problème du retard statural. On va un peu détailler ensemble les enjeux diagnostiques et thérapeutiques de ce syndrome. Je ne sais pas si vous avez tous vu des turnériennes dans vos consultations. Ça devrait le faire, ça devrait être un des motifs les plus fréquents, le pourquoi de la chose. Cette pathologie est très fréquente. Une pour 2500 naissances filles est une turnérienne. Ce n'est pas nos statistiques, malheureusement, mais on le sait très bien, les statistiques francophones et d'autres pays peuvent être superposées dans notre population. On aimerait bien faire de l'épidémiologie en Algérie. Malheureusement, pour le syndrome de Turner, ce n'est pas encore le temps. Le pourquoi de la chose, vous allez comprendre avec moi dans cette présentation. Parce que le diagnostic de cette pathologie pose un problème énorme. On n'est pas devant le retard statural, que chez fille ou garçon, il devrait être diagnostiqué. On est devant un problème qui devrait être étiqueté par une étude génétique. Et vous savez très bien le problème de la génétique qui se pose, que ce soit au secteur public ou en privé, dans notre pays. Dans ces grossesses de turnériennes, il y a un nombre innombrable d'avortements. Le pourquoi de la chose? La monosomie du chromosome X, qui est la définition typique du syndrome de Turner, est létale normalement. Toute monosomie, si on reprend un peu nos notions de génétique, est létale. Normalement, le bébé ne naît pas s'il y a une population, donc une monosomie, la deuxième père n'est pas là. Dans le Turner, c'est différent. On a des monosomies avec des karyotypes en 45XY, X0, on parle du gonosome. Il n'y a pas le deuxième X, et ces patientes-là sont vivantes, elles naissent. Elles naissent avec des problèmes qu'on va énumérer ensemble maintenant. Le pourquoi, c'est simplement que cette monosomie n'existe pas sur tout le corps de cette patiente une fois à la naissance. Il y a du mosaïsme. C'est quoi le mosaïsme? Il y a deux populations. La population cellulaire où il y a monosomie et la population cellulaire où le karyotype, il est normal, 46XX, où le karyotype, il y a une anomalie de structure, mais ça reste viable. Je vous ai mis juste un petit mot d'épidémiologie. Les avortements spontanés dans la monosomie sont normalement 45X0 de 99%. Et 50% de ces filles, quand elles naissent, elles ont une monosomie sur le karyotype. Comment est fait ce karyotype? Sur des cellules lymphocytaires? Sur des fibroblastes? Sur les cellules lymphocytaires, c'est ce qui se fait actuellement, que ce soit en secteur public ou en privé. À notre niveau, c'est le plus simple. Prélèvement sanguin, on revoit les métaphases. Et une fois qu'on voit cette monosomie, il y a des critères pour que le karyotype soit de bonne qualité. Il y a des critères pour le généticien qui a fait ce karyotype. La définition, je vous ai dit que c'est une définition génétique. C'est ce karyotype-là qu'on a déjà en 1956 élaboré et collé au syndrome de Turner qui a été décrit en 1938, donc une vingtaine d'années plus tard. Cette affection génétique concerne que les filles. C'est une définition sur les gonosomes, mais on a un panel syndromique. Les syndromes, vous en connaissez beaucoup, et quand on a la notion de syndrome en tête, on croit qu'un syndrome, ça s'accompagne de retard mental. Ma collègue vient vous le dire, la plupart des turnériennes ont un quotient intellectuel normal. Elles n'ont pas de retard mental. Elles font leur scolarité, il y a des universitaires, des doctorantes dans nos consultations. C'est des syndromes qui sont là, pourquoi? Parce qu'il y a des malformations d'organes et il y a des malformations du phénotype clinique qu'on peut voir cliniquement. Mais sur la clinique, est-ce qu'on peut faire un diagnostic d'un Turner? On peut faire une suspicion.
d'un syndrome de Turner. Pas un diagnostic. La confirmation, et comme la définition, elle est génétique. Donc quand on confie une patiente, je crois, c'est une suspicion d'un syndrome de Turner. Ce n'est pas un Turner typique, cliniquement typique, mais on ne peut pas initier un traitement chez une patiente devant la clinique seule. Il faut la génétique. Je vous ai mis un petit cercle rouge sur les otites à répétition. Multiples spécialistes voient des petites filles avec des otites à répétition. Nos collègues pédiatres, les ORL. Je me rappelle du professeur Dunaoui quand il m'a dit « Est-ce que je dois faire à chaque otite à répétition chez la petite fille des cariotypes? Pourquoi pas ?» On est au stade de dépistage. Mais il y a l'accessibilité à ce cariotype. Mais pensez-y, s'il vous plaît. Si vous avez des petites filles avec décollement des oreilles, des petites malformations, le conduit étroit, et vous avez dans vos consultations des otites à répétition chez des patientes, et on ne reconnaît pas l'étiologie exacte, si ça s'accompagne de repères staturales le plus souvent, pensez au syndrome de Turner. Je passe. Le diagnostic clinique est un diagnostic de suspicion. Ma collègue vous a énuméré quelques signes cliniques. On va les voir en iconographie. Et le diagnostic génétique et le diagnostic de confirmation. La clinique, cette clinique, elle peut, vous allez voir la première plaque, être présente in utero. Oui, je vous parle d'un diagnostic clinique fœtal. Le gynécologue peut collaborer dans le diagnostic du syndrome de Turner. Et ça devrait aboutir à une amniosynthèse. Malheureusement, chez nous, non. En France, l'amniosynthèse permet aux parents d'un fœtus Turner de demander l'ITG, l'interruption thérapeutique de grossesse. Bien que ces petites ont des syndromes avec quotient intellectuel normal. On n'arrive pas jusque-là parce que in utero, il y a déjà des signes échographiques qui s'intriquent avec d'autres syndromes, comme le syndrome de Down, et on va les énumérer ensemble. Après, il y a les différentes périodes de la vie, je ne vais pas les citer, on va les faire passer ensemble. Alors, in utero, le plus grave des manifestations, c'est l'hygroma kystique. Ça peut être grave et létal, quand vous voyez cette naissance, comme ça peut se résorber un peu plus tard. Alors, l'hygroma kystique peut se résorber avant la naissance et donner les plis nucaux. Ces plis nucaux donneront le cou palmé, le pterygium coli, qu'on appelle chez la turnérienne. Vous voyez, chez ce bébé, c'est le cou palmé. Donc, l'hygroma kystique peut être létal, découverte échographique. Là, c'est un cabinet médical de gynécologie, comme vous voyez. C'est assez performant, vous le trouverez sur les sites. Présentation du docteur Khara. Et les plis donneront le pterygium coli qu'on va voir après chez la petite fille. Ensuite, le deuxième signe, qui un peu s'intrigue avec les autres syndromes, comme le syndrome de Down, la trisomie 21, c'est la clarté nucale. On a tendance à mesurer cette clarté nucale. Si elle est un peu plus épaisse, ça évoque un syndrome, Turner, Down ou autre. Ça devrait aboutir à une amniosynthèse. Le dernier signe, c'est la longueur du fémur. L'étude de Pape de 2006, qui reste d'actualité, a retrouvé entre 14e et 16e semaine de gestation, dans 92% des cas, des petits fémurs chez ces turnériennes. Donc, on a 3 signes cliniques qui pourraient évoquer le syndrome de Turner in utero. Après, la période néonatale. Un de ces signes cliniques, je viens d'en parler, les plis. Donc, on va voir le cou de la petite. On ne peut pas distinguer les autres signes cliniques, les oreilles basses implantées ou autres. Pourquoi? Parce que le bébé est tout petit comme ça. On ne peut pas vraiment déceler cliniquement ces signes qui vont se mettre en valeur après la naissance, donc à la croissance de l'enfant. Le lymphœdème néonatal est un signe très important. Il est là à la naissance, il régresse spontanément, il récidive à l'âge de 8 ans, à l'âge adulte. On ne sait pas. Le traitement est très difficile, je ne vous cache pas, après, quand il récidive pas, tant mieux. Le lymphœdème néonatal, il est plus présent dans les cas de monozoïe. Et quand il est là, on ne fait rien, mais on suspecte le Turner et on confirme par un cariotype. Un lymphœdème néonatal chez une petite à la naissance, associé au retard de croissance intra-utérin, dont vous a parlé ma collègue. Dans plus de 50% des cas, les turnériennes naissent avec un petit poids d'environ 2,5 kg et une petite taille d'environ 47 cm. Donc vous avez ces 2 signes à la période néonatale, faites un cariotype si vous avez la possibilité de le faire. Maintenant, dans l'enfance, ne vous attendez pas à voir
le caricatural. Le cou palmé, les oreilles décollées, le petit ptosis, les anomalies dentaires. Non, on ne peut pas voir ça à chaque fois quand on a un syndrome de Turner. Pourquoi? Parce que le mosaïsme, avec le temps, l'emporte. Et même la monosomie ne sera pas aussi caricaturale, elle peut cacher du mosaïsme dans d'autres cellules. Donc à l'enfance, le point le plus important, c'est quand dans 95% des cas, les turnériennes se présentent pour retard statural. Et c'est pour ça que je vous dis que ça fait suite à la présentation. Toute fille avec retard statural devrait bénéficier, non expliqué bien sûr, devrait bénéficier d'un karyotype, mais bon, deux étiologies peuvent s'associer. Ensuite, on va voir cette petite qui rentre en consultation, petite ou adolescente, et on regarde l'aspect des yeux, les oreilles, le cou. Déjà, ça nous frappe s'il y a un cou palmé, des yeux un peu tombantes, mais pas très importantes, pas comme dans le syndrome de Noonan, les oreilles décollées, mal formées, et je vous rappelle un peu l'otite à répétition, attention, dans l'interrogatoire. J'avance un peu avec l'examen clinique, je vais passer de tête aux pieds. Hein. Là, on est à la tête. Je revois ses cheveux bas implantés en M. Quand vous voyez ces trois patientes, les cheveux bas implantés, c'est un des signes du syndrome de Turner. Je descends au thorax en bouclier, et l'hypertellorisme mammaire, des mamelons écartés. On peut avoir une introversion aussi des mamelons. Je descends aux membres, les mains. Il y a le cubitus valgus, que je devrais mettre avant, on va le voir juste après. Il y a le raccourcissement du 4e métacarpien. Vous demandez à votre patient de faire un coup de poing, sinon vous le verrez simplement et clairement comme sur cette plaque. Vous voyez le 4e? Il est court. S'il n'est pas évidemment court, vous pouvez lui demander de faire un coup de poing et vous verrez le 4e plus bas. Sinon, notre radio, qu'on fera dans le cadre de l'exploration du retard statural, va mettre en évidence le raccourcissement du 4e métacarpien. C'est celui-là. Je ne sais pas si le curseur apparaît. Non, malheureusement. Le 4e, il est court. Mais l'image, je pense, elle est assez grande. Je passe un peu aux doigts, aux ongles. Les ongles chez la fille turnérienne sont un peu incarnés et on a ce qu'on appelle les ongles hyperconvexes et concaves. Donc là, vraiment, c'est un pourcentage pas très important des patientes. J'en ai fait une ou deux sur une population quand même assez importante. Par contre, ce que je vois, et on voit tout le temps, c'est les Navy. Des Navy multiples et qui peuvent être énormes. Alors les Navy, si la petite a des Navy, ses parents, sa famille qui l'accompagne n'a pas de Navy, pensez-y aux Turner. Elles ont des Navy multiples. Il y a eu même des études qui ont essayé de comptabiliser le nombre de Navy pour dire qu'ils étaient supérieurs à 40 Navy sur le corps, c'est en comptabilisé de tête aux pieds chez ces petites patientes. Mais le mosaïsme, bien sûr, dans le mosaïsme, on a parfois l'absence de Navy ou quelques petites Navy éparses. Donc la clinique, elle n'est pas toujours typique. Le cubitus valgus, on demande à la petite de porter les bras en avant et on voit le valgus de ses avant-bras. La déformation de Madelung qui est plus caricaturale du syndrome de choc, ce n'est vu que dans 8% des syndromes de Turner, mais on la voit parfois. C'est celle-là, en baïonnette. Et là, je reviens un peu sur tout ça. Les malformations cardiaques, rénales. Il y a des patientes qui se présentent et dans l'interrogatoire, ma fille a été opérée sur les reins. Elle a été opérée sur le cœur à la naissance. Pensez-y au syndrome de Turner. Elle vient pour retard statural et a une chirurgie cardiaque ou rénale ou des infections urinaires à répétition parce qu'il y a un syndrome de jonction. Attention. Je resterai un peu sur la dysgénésie ovarienne qui a toujours collé au syndrome de Turner. On dit que c'est des patientes infertiles. Il ne faut pas couper espoir à ces patientes. Il y a des mosaïques qui ont pu avoir leur puberté et qui ont pu avoir des enfants. Le dernier signe, qui est assez rare, le signe de Kozovich. Alors, moi, je l'ai vu à l'âge de 8 ans chez une ou deux patientes. Là, vous voyez cette déformation, une dysmorphie avec hypertrophie du condyle fémoral. Elle est là. Donc, on le voit cliniquement avec le genou légèrement incurvé. Et on le revoit sur la radio. Il ne faut rien faire. On n'agit pas, sauf si c'est très important. Et là, il faudra prendre l'avis de l'orthopédiste.
C'est assez rare comme signe clinique. Maintenant, j'arrive au pied. J'étais avec le raccourcissement du métacarpien et on arrive au métatarsien. On aura la même chose comme les mains, le raccourcissement des métacarpiens, comme vous voyez très bien chez cette patiente. Et ça donne des déformations au niveau des pieds. Déchaussez les patients, demandez-leur de l'enlever leurs chaussettes et regardez très bien les pieds, parce que parfois ça passe inaperçu. Et en revenant sur l'interrogatoire, j'avais une patiente, un syndrome de Turner avec un cariotype. L'aîné était là avec le cariotype de Turner et la maman me dit « Mais sa petite sœur a été opérée sur le rein quand elle avait 5 ans. » Je regarde la petite de loin. Écoutez, madame, j'avais une consultation chargée. Je la reverrai en consultation la semaine prochaine, à tête reposée, en début de consulte. Et je le revois, c'était un Turner typique. La voyant de loin, je ne vous cache pas, c'est signe clinique. Si on ne s'approche pas de l'enfant, si on ne ramène pas l'enfant derrière le bureau et on les déshabille, on ne peut pas les voir. Il y a ceux qui sont tapants, ils sont là présents. Il y a ceux qu'il faudra chercher pour ne pas passer à côté. Si les parents peuvent faire le cariotype, et on a l'aptitude de le faire peut-être à côté. Maintenant, l'adolescence, il n'y a pas de puberté, ou simplement il y a une puberté partielle, un développement des seins, pas de cycle, pas de ménarche. Tous les signes cliniques que l'on a vus ensemble peuvent se voir à des degrés variables. Il ne faut pas penser que j'aurai, non, j'ai pas de cubitus, j'ai pas ça, ce n'est pas un Turner. Non, je vais avoir un seul signe clinique, un raccourcissement du 4e. Et elle ne fait pas sa puberté. Retard statural. Ça m'autorise à faire le cariotype. Il ne faut pas que le généticien vous dise où sont ces signes cliniques. Mais là, à l'adolescence, à partir de l'âge de 10 ans, vous pouvez faire votre bilan biologique, une petite FSH, et si elle est au-delà des taux, il y a de l'hypogonadisme hypergonadotrophique, une FSH très élevée, là vous êtes encore, vous pouvez corroborer votre demande de cariotype. À l'âge adulte, bien sûr, l'aménorrhée, l'infertilité, il y a des patients qui n'ont été diagnostiqués qu'à l'âge adulte devant l'absence de signe clinique parce que c'était des mosaïsmes. Donc à partir de cette clinique, je vais demander un cariotype. Et chaque clinique colle un cariotype différent. Je passe à la génétique, je ne sais pas pour le temps. Le diagnostic génétique, qui est le diagnostic de confirmation, dépendra de l'âge du diagnostic, notre prise en charge. Plus on diagnostique tôt un syndrome de Turner, plus on sera bénéfique pour ces patientes-là. On sera bénéfique pour la croissance. On sera bénéfique pour la puberté. Qu'on induira, on aura le temps de l'induire doucement et sérieusement, et pour le développement surtout des seins. Parce qu'attention aux inductions rapides, œstroprogestatives, jamais. La physiologie dit qu'il y a des oestrogènes qu'on doit donner sur 2 ans, c'est la physiologie. Notre gonadostat se réveille et reste 2 ans à donner des oestrogènes la nuit pour qu'après il y a des progestatifs. Pourquoi? Pour les caractères sexuels secondaires. Sinon, on va empiéter sur la croissance sexuelle et le morphotype et l'identité de cet enfant devenant adolescent et adulte, elle ne se reconnaîtra pas dans son morphotype féminin. Le test de Barr, je ne sais pas si, je crois que beaucoup de vous se rappellent du test de Barr, le grattage de la muqueuse jugale pour revoir un peu ce corpuscule de Barr qui correspond au 2e X. Le test de Barr n'est pas un diagnostic de confirmation pour le Turner, non. Maintenant, c'est le cariotype qui est la confirmation diagnostique. Et il y a des critères génétiques d'un bon cariotype. Et puisque c'est un syndrome, il y a eu beaucoup de consensus, beaucoup de sociétés qui ont essayé d'avancer les choses. Comment est fait un bon cariotype? Il faut dépasser les 30 cellules, 30 métaphases. Et vous allez voir beaucoup de cariotypes, si vous avez reçu déjà, 10 cellules, métaphases, 10 cellules. 10 cellules, si je ne trouve pas de monosomie, si je n'ai pas de mosaïque turnérienne, je ne peux pas infirmer le diagnostic si j'ai une clinique parlante. Donc, je devrais compléter les 30 métaphases ou passer à une étude plus performante, l'étude FISH, qui va étudier plus de 100 cellules. Je m'arrêterai là parce que si on parle de la génétique, on ira un peu plus loin. Là, c'est sur les lymphocytes, on peut aller sur les fibroblastes, on peut aller sur les ovaires et ça va un peu nous amener un peu plus loin. Maintenant, l'âge de la puberté. Si le diagnostic est fait plus tôt, je vais l'induire à un âge correspondant à une bonne croissance et je vais avoir le temps d'associer œstrogènes et hormones de croissance pour une bonne croissance. Dernier critère, c'est la taille des parents.
Alors, si les parents sont grands, il faut s'attendre à de bons résultats chez l'enfant. Chez les parents sont petits, il faut s'attendre à une mauvaise croissance. Mais, malheureusement, ce cariotype, comme vous voyez là, c'est les différents types cariotypiques, peut conditionner la croissance de l'enfant. Je vous dis d'emblée, les ISO-X sont les plus petites. On a eu beaucoup d'ISO-X qui n'ont pas atteint les 1,30 m, même traités par l'AGH. Pourquoi? Parce que le diagnostic a été fait tardivement, malheureusement, dans notre pays. Alors, si ça a été fait peut-être en période néonatale, on aurait peut-être gagné plus chez ces petites filles. Donc, la croissance, que ce soit sous GH ou sans GH, est conditionnée par le type du cariotype, par le nombre de cellules normales chez cette patiente. Maintenant, les enjeux du traitement. J'ai une clinique, j'ai fait mon diagnostic, je l'ai confirmé par un cariotype et je vais essayer de mettre cette petite sous traitement. Deux volets très importants, l'hormone de croissance, la GH, et elle a bien expliqué, ma collègue, que l'hormone de croissance chez la turnérienne, c'est des doses plus importantes, 0,045 mg. Pas comme le déficit en GH. Il n'y a pas de déficit en GH dans le syndrome de Turner, sauf si c'est une association. Ça veut dire qu'elle fait un déficit en GH, elle a le droit. Elle fait une maladie cœliaque, elle a le droit, et un syndrome de Turner. Surtout que la maladie cœliaque s'associe au syndrome de Turner. Mais, dans le syndrome de Turner, la population générale, il n'y a pas de déficit en hormones de croissance. Il y a une résistance osseuse, une ostéogenèse qui se fait très mal. On la ressemblerait un peu à la dysplasie, mais ce n'est pas le même cas. Une ostéogenèse qui se fait très mal, donc l'os résiste à cette GH et je suis obligée, comme dans la plupart des syndromes, de donner de fortes doses. Des fortes doses journalières, tous les jours. L'enjeu se fait sur le suivi de ce traitement, sur l'association aux oestrogènes à très faible dose quand j'arrive en période péripubertaire. Donc là, des enjeux thérapeutiques, comment je vais prendre en charge cette patiente? Il faut vraiment le prendre dans les règles de l'art pour bien prendre en charge une patiente et une surveillance attentive, pas par rapport, mais par rapport aux autres étiologies de retard statural. Quand traiter un syndrome de Turner? Moi, je dirais, une fois par cariotype présent, traitez-la. Là, au début, la cassure se faisait vers l'âge de 2 ans et on traitait les patientes un peu plus tard parce que les diagnostics se faisaient plus tard, parce qu'on se disait qu'après 4 ans, il n'y a pas vraiment de retard important. Donc là, il y a eu 2 études, Linglart et des études françaises et une autre étude, ils ont essayé de traiter tous les syndromes de Turner diagnostiqués avant l'âge de 4 ans, de 9 mois à 4 ans. Ils ont bien remarqué que ces patientes-là, traitées par les GH, par rapport aux contrôles qui n'ont pas été traités, on a attendu la cassure, le gain était, regardez comment s'éloigner de courbe. Là, sous GH, en haut, et l'autre, c'est les contrôles non traités. Alors, à 24 semaines, à 24 mois de l'étude, moins 2 déviations standards pour le contrôle, et vous voyez le gain par rapport aux patientes qui ont été traitées très tôt. Qu'est-ce qu'on peut conclure? On va conclure, mais on va dire un petit mot à la fin, j'espère que j'ai le temps. Ce qu'on sait, on le sait, vous le savez tous, ce que nous savons, c'est que le retard statural est une des étiologies les plus fréquentes dans le syndrome de Turner, dans 95% des cas. Donc, tout retard statural chez la fille devrait bénéficier d'un cariotype. Le diagnostic n'est pas parfois évident cliniquement, et le cariotype, c'est le diagnostic des confirmations. Malheureusement, ce cariotype, dans notre pays, il coûte de 25 000 à 50 000 dinars. Ce n'est pas à la portée de tout citoyen. Dans le secteur public, il n'est pas retrouvé dans la plupart des centres algériens. Donc l'accessibilité et le défaut de moyens nous posent problème. Et c'est ce que je veux partager avec vous. On devrait essayer d'avancer les choses par rapport à cette accessibilité au cariotype en premier lieu, et après au généticien qui va faire un nombre de cariotypes pour être apte et suivre les critères de fiabilité. Enfin, si on peut le faire, si on peut traiter tôt, c'est traiter mieux ces patientes-là. Je n'oublierai pas de vous dire que c'est une équipe multidisciplinaire qu'il faut pour le Turner. Ce n'est pas seulement le retard statural, ce n'est pas seulement le défaut de croissance, ce n'est pas seulement le défaut de puberté. C'est une maladie cœliaque qui peut se manifester, c'est une hypothyroïdie qui peut être là à l'âge de 10 ans,
c'est beaucoup d'autres pathologies hépatiques ou métaboliques, diabète sucré, qui peuvent se voir dans la vie du syndrome de Turner. C'est pour ça que ces patientes-là, elles ont besoin de plusieurs médecins dans leur vie, dans leur cycle de vie. Mais au début, la première phase à respecter, c'est faire le diagnostic et le faire le plus tôt possible. Merci pour votre attention.